On le sait, le changement climatique et nos propres activités pèsent lourdement sur la vie végétale de notre planète. Ça touche tout, des immenses forêts jusqu'aux organismes les plus minuscules. On est en quelque sorte sur une ligne de front verte et les enjeux sont absolument colossaux. Regardons ça de plus près. Alors pour commencer, un chiffre qui donne le vertige, 91%. C'est la part de la chaleur excédentaire, celle qui vient de nos émissions de gaz à effet de serre, que les océans ont absorbée depuis 1970. Imaginez cette quantité d'énergie. Et bien sûr, elle ne reste pas sans conséquences. La question est donc là. Concrètement, quel est l'impact de toute cette chaleur, de tout ce carbone accumulé sur les poumons verts de la planète? Qu'ils soient sous l'eau ou sur Terre, du plus petit au plus grand, ces écosystèmes vitaux sont en pleine transformation. Pour bien comprendre la situation, voici notre feuille de route. D'abord, on va plonger dans le rôle de l'océan, cette éponge incroyable. Puis, on découvrira sa forêt invisible. On ira ensuite sur les côtes, voir les mangroves, avant d'analyser ce qui menace les forêts terrestres. Et enfin, on explorera les solutions qui se dessinent. Allez, on commence par notre première étape, l'océan. C'est un régulateur essentiel du climat mondial et il agit vraiment comme une gigantesque éponge qui absorbe à la fois la chaleur et le carbone. L'océan nous rend un service absolument vital. Pensez-y, il absorbe presque un tiers de notre CO2 chaque année. Mais ce service, il a un coût. L'océan se réchauffe, il devient plus acide et son niveau monte. Et ce trio, c'est un cocktail vraiment dangereux pour toute la vie marine. Bon, maintenant, passons de cette vision globale de l'océan à la vie microscopique qu'il abrite. On va s'intéresser au phytoplancton, une sorte de forêt marine invisible, mais qui est pourtant au cœur de tout. Le phytoplancton, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, il faut imaginer des milliards de plantes microscopiques qui dérivent dans l'eau. D'ailleurs, leur nom veut dire plantes vagabondes. Elles sont minuscules, c'est vrai, mais leur impact, lui, est planétaire. Et c'est là que ça devient fascinant. Le phytoplancton, ce n'est pas juste de la nourriture pour les petits poissons, c'est la base de toute la chaîne alimentaire marine. En plus, par la photosynthèse, il capte du CO2 et nous donne une bonne partie de l'oxygène qu'on respire. C'est vraiment le moteur microscopique de la mer. Et voilà le problème. La chaleur et le CO2 que l'océan absorbe le rendent de plus en plus hostile pour ce phytoplancton. L'eau plus chaude et plus acide, ce n'est pas bon pour lui. Les scientifiques s'attendent donc à une baisse de sa productivité, ce qui pourrait déstabiliser toute la vie marine. Allez, on quitte le grand large pour se rapprocher des côtes. Et là, on trouve un autre écosystème clé, les mangroves. Ce sont des forêts uniques qui font le pont entre la terre et la mer. En 2020, on estimait qu'il y avait un peu plus de 147 000 km² de mangroves dans le monde. Pour se faire une idée, c'est à peu près un quart de la superficie de la France métropolitaine. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui fait disparaître ces mangroves ? La réponse est assez directe. C'est nous. Près de la moitié des pertes entre 2000 et 2020 sont dues à la conversion de ces forêts, souvent pour l'élevage de crevettes ou les plantations de palmiers à huile. Notre impact est vraiment massif. Et quand on perd des mangroves, on perd bien plus que des arbres. Elles sont de véritables remparts naturels contre les tempêtes. Elles sont des hotspots de biodiversité. Et pour des millions de gens, elles sont une source de nourriture et de revenus. Leur protection est donc directement liée à la sécurité des communautés qui vivent sur les côtes. Après les côtes, direction les grandes forêts terrestres de la planète. Et là aussi, les menaces sont bien réelles et elles sont, encore une fois, principalement liées à une pression humaine directe. Il faut bien comprendre la mécanique. C'est un peu un effet domino. Tout part de loin. La demande mondiale pour certains produits, notre consommation, crée une pression économique. Et pour y répondre, sur le terrain, on rase des forêts pour faire de l'agriculture, de l'élevage ou pour des mines. C'est une véritable réaction en chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est que les causes précises varient selon les continents. En Afrique, c'est souvent l'agriculture de subsistance. En Amérique du Sud, ce sont plutôt les immenses exploitations de soja ou les ranches pour le bétail. Et en Asie du Sud-Est, les grandes plantations, comme celles de palmiers à huile, sont un moteur majeur. Cette phrase du WF résume parfaitement le défi. Elle nous dit en gros, on sait pourquoi les forêts disparaissent. Le problème n'est plus vraiment de savoir, mais d'agir. Bon, on a pas mal parlé des problèmes. Maintenant, voyons un peu les solutions. Comment le monde essaye-t-il de réagir ? On est passé d'actions un peu isolées à des approches beaucoup plus globales et collaboratives. En gros, il y a deux grandes manières de faire. D'un côté, des actions très ciblées, comme par exemple créer une nouvelle réserve naturelle, et de l'autre, des approches beaucoup plus larges, intégrées, où on essaye de faire travailler ensemble les gouvernements, les entreprises, les populations locales, sur tout un territoire. La boîte à outils mondiale est de plus en plus fournie.
On y trouve des mécanismes financiers comme REDD+, qui payent pour protéger les forêts. On y trouve aussi la reconnaissance des droits des communautés locales, qui sont souvent les meilleures gardiennes de la forêt. Et bien sûr, la pression sur les entreprises pour qu'elles nettoient leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Il n'y a pas de solution magique, pas de baguette magique. Le vrai succès, il vient quand on arrive à combiner plusieurs de ces stratégies. Il faut agir en même temps sur les lois, sur l'économie et sur les droits des gens sur place pour vraiment changer la donne. On termine donc là-dessus avec cette question qui finalement nous est posée à tous. Les outils sont là, la connaissance aussi. La vraie question maintenant, c'est celle de la volonté collective, politique, économique et citoyenne, de s'emparer de ces solutions et de le faire à la bonne échelle et assez vite pour protéger cette ligne de front verte qui est si essentielle à notre avenir commun.